Je me dis parfois qu'introduire une vidéo, un dossier peut-être même, sur un sujet aussi aisément compris que Contra ne devrait pas être aussi complexe que je m'efforce que ce soit. Vous voyez, même là, une furtive complexité s'est immiscée bien malgré moi dans ce qui devait n'être qu'une petite ligne informative. On va parler d'une série de jeux vidéo, pense le rédacteur concentré en tapotant son clavier en quête d'inspiration. Ça va être facile en plus, c'est sur une série très 80s où des gars sous stéroïdes tirent sur des trucs chelous avec des lasers, des lance-flammes et même ces bizarres mitraillettes américaines où t'as des grappes de boules rouges qui sortent en sprite, se dit l'esprit relaxé de l'auteur et cette éventuelle bafouille. Résultat, que je m'efforce que ce soit. D'un air distrait, il regarde le mur de jeux vidéo vintage qui se trouve à côté de lui, les boîtes débattent. Soudain, la phrase percole l'avantage de l'expérience, bulle après bulle, mot choisi, mot exclu, stéroïde, laser, Bill Riser, machine, lance-beam, peut-être même Konami. Il est temps d'écrire. Tout est limpide, les doigts bougent, il tape des touches, il touche des papes. Venu d'un passé lointain, l'écho incertain d'un futur malgré tout présent parmi nous, et non pas parmi nous, Nia nous vous voit tenter si bien qu'un humain pourrait, nonobstant sa conscience pleine d'insouciance, se laisser tenter à marivauder séant sur le futur d'un mot venu d'autrefois. 6 lettres, une sensation. Contra. C'est pas mal, un peu trop fleuri, mais ça ira. Maintenant, générique. Oui, c'est Konami, le champion mondial des jeux japonais, réalisés sur console afin d'avoir un petit effet sur leurs utilisateurs, se font ici d'un titre en canon majeur, Contra. Le fameux jeu d'arcade doté d'un nom tellement caliente qu'il aura fallu le censurer à l'international. Vous étiez-vous autrefois demandé précisément pourquoi le titre s'appelle parfois Greiser? Nous en causerons aussi dans cette trop longue dissertation, mais en ce qui concerne le moment présent, gardons simplement à l'esprit qu'en février 1987, une petite compagnie japonaise pleine de pépettes s'est inspirée d'une controverse internationale colossale, une de celles où les Américains en sous-marin financent comme ça l'un ou l'autre groupuscule militaire local spécialisé dans la guérilla pour déstabiliser un petit pays sans doute doté de pétrole, afin d'en tirer un titre enjoué où vous incarnez des contre-révolutionnaires dotés de patronymes assez sexy tandis qu'ils se défont que le défi d'énormes aliens. Vous savez, comme dans la fameuse série Aliéner les abeilles. Prenons un peu de recul, je me rends compte que l'énormité des sujets que l'on est amené à traiter dans un contexte comme celui-ci pourrait aussi minimiser leur niveau fondamental de ridicule. Quand même, imaginez la scène. Un japonais de bon ton, pas n'importe qui d'ailleurs vu qu'il s'agit de Koji Hiroshita, un employé de chez Konami, s'est un jour trouvé nez à nez avec l'idée des contrats. Vous savez, vente d'armes en Iran censée servir les intérêts de la liberté en finançant des milices au Nicaragua. Reagan, Carter, l'Ayatollah, tout ça aura laissé dans l'esprit de Koji une seule trace, un seul mot, contrat. Vite traduit par la logique locale en un terme plus acélé, contura. Le mot est anguleux, mystérieux aussi, car naguère le discours télévisé sur les contre-révolutionnaires du Nicaragua prenait parfois l'air d'un roman d'aventure délétère. Comment faire taire sa mère, pareil abécédaire aux sincères saveurs précaires, digne d'un Saint-Nectaire. Impossible, le japonais, chez lui, macère. Contura, contura, contura. Serait-ce le frère caché de Kobura? Résultat final, un hit d'arcade dystopique pour 2 joueurs dotés d'une plastique fort inspirée des succès de l'époque, dont H.R. Geiger. Très populaire, tiens, Geiger, surtout au Japon. Ils sont sortis de leur fascination pour l'artiste suisse que, très récemment, ils ont subi 3 bonnes décennies de xénomorphie, mais en 1987, Geiger fait recette. Souvent recette sur 10. Il était à l'époque de bon ton, et cela même si celui-ci était saumon, de saupoudrer quelques passages où vos héros virils se défoncent en défaut, de vils ennemis inspirés des aventures authentiques et parfois même autantotes de Ridley Scott. L'abus de cet artifice visuel assez darkseid sur les titres de l'époque ne se cantonnait pas, un peu comme le rire, aux univers mentaux où ce type de libation approchait le domaine de la raison. 2 gentils barbouzes perdus dans la forêt doivent faire face à un ennemi. Aliens, cela va de soi. Et les garçons, pas besoin de réfléchir, concept évident, logique oblige. Un ninja qui vient de perdre son père, il est mort le papa en bon ninja d'un coup de katakana, doit faire face aux hordes démoniaques inouïes d'un sorcier du chaos. Aliens, j'imagine, quitte à y être, tant que c'est gratuit.
Passé cet esthétique constat, celui d'une contribution suisse involontaire au pixel de naguère, nous trouvons un titre, peut-être même un jeu doté d'un nom se terminant comme ça, en A. Enfin, parfois, l'on nomme encore le jeu Grisor dans certains cercles d'irréductibles contrariens. Pourquoi ? C'est simple, les Allemands. Voilà, je vous avais bien dit que c'était simple. Vous voulez plus d'explications s'y concerne le processus, comme chez Atlus, bien entendu. En résumé, premier arrêt, Contra. Deuxième arrêt, Allemagne. Troisième arrêt, Grisor et /ou Probotector CQFD. Ainsi, dans le monde entier, le public uni par ses envies de Konami vivra ravi les mêmes démonstrations enjouées de l'esprit parfois si pur de la soldatesque du futur. Seul change la peau, comme c'est beau, Tector. L'effet phénoménal de ce jeu qui Contra, clin d'œil, Contra, pas mal, c'est finement joué quand même. Contra, dans l'histoire de ce style bizarre que l'on nomme le run and gun, c'est-à-dire à quel point il ose se démarquer vis-à-vis de ses compétiteurs directs. Cherchons dans ma mémoire un représentant méritoire d'une version antérieure de ce type de gameplay. L'exemple type serait sans doute Rolling Thunder. Cet essai assez guindé de Namco propose un plaisir basé sur l'esquive itérative. J'explique. Vous tirez, l'ennemi se cache. Vous cachez, l'ennemi se tire. Attendez, non. Vous tirez, l'ennemi se cache. Ok, ça fait sens. L'ennemi se tire, vous vous cachez, CQFB. Sous ce style nécessitant un brin d'investissement personnel avant d'en tirer l'essentiel, se cache pourtant un classique nerveux doté de sa propre étincelle. Shinobi lui doit beaucoup. Voyez l'approche similaire de la verticalité. Shadow Dancer aussi, idem pour Codename Viper. Gardez aussi ceci en tête, les sauts ne mentent pas, mais attention... les mots ne sentent pas. À part ça, Rolling Thunder, pas inintéressant, très tactique, un peu lent vers le début, on y passe surtout son temps à tenter tant bien que mal de louvoyer d'un obstacle à l'autre sans trop s'en faire. Du mal sous-entendu. Malentendu, ceci dit, seront ceux et celles qui préfèrent l'aspect brouillon de l'autre tradition plutôt fun, issue des aisselles du style insensé nommé à Courcelles comme le Run and Gun. Disons qu'ils sont fans, pour peu qu'on puisse vraiment l'être, d'Ikari Warriors et de son joystick rotatif rond censé surpasser Robotron 2084. Ils aiment cette sensation, métaphore vue du dessus, bordel illisible, c'est leur plaisir à eux. Entre ces deux extrémités, Konami va s'efforcer d'ériger une synthèse multiplex bâtie, n'oubliez pas l'accent circonflexe, sur deux principes opposés. Cette phrase va finir par prendre tout son sens, donnez-moi 2 minutes. Premier constat, humain aimé tirer, j'ignore pourquoi, mais c'est fun. Peut-être cette machine corporelle qui est la nôtre garde-t-elle une fascination morbide pour la violence quelque part près du bulbe rachidien. Cela expliquerait sans suite le succès du Tour de France. Deuxième constat, humain aimé courir, réunir les deux dans une sorte de biathlon sur gazon serait de bon ton. Je me suis d'ailleurs renseigné sur cette question du run and gun. Vu que la désignation s'applique à une énorme masse de titres disparates, un brin de prudence me semblait de mise. Il semblerait qu'il ne soit pas ici question d'une discipline régie par son angle de vue. Prenons quelques exemples notables issus de la riche histoire vidéoludique. 1980, Berserk d'Alan McNeil. Comme vous le voyez, c'est vu du dessus. Concept novateur pour l'époque, on peut voir, nice. Avançons dans les couloirs du savoir. 1982, Moon Patrol d'Irem. Ne pas confondre avec Moon Patron d'Irem. Ce jeu n'existe pas. Ici, l'action est vue de profil. Malgré ceci, en théorie, les deux produits sont encore considérés comme run and gun. Soulevons une autre remarque venant de la même époque, l'on peut aussi changer de discipline en changeant d'angle de vue. C'est pour cette raison que Battlezone, qui est pourtant bien un tank shooter, n'est pas considéré comme tous les autres titres du genre comme un run and gun, mais plutôt comme un simulateur de drague japonais avec beaucoup d'emphase placée sur la richesse psychologique des échanges humains établis avec les NPC. Vous vous souvenez ? Moi aussi, on s'était rencontrés dans un Furby. Alors, quel rapport avec Contra ? C'est très simple. Érigé comme une synthèse multiplex bâtie, n'oubliez pas l'accent circonflexe, sur deux principes opposés, ce titre de Konami n'hésite pas à offrir divers angles sur l'action ainsi proposée. Oser ainsi changer la vision de joueurs plongés dans l'univers paramilitaire des aliens de naguère sera d'ailleurs le sacerdoce demandé à votre chien de la série dont je vous cause bel et bien aujourd'hui. Dégainons d'abord notre angle traditionnel vu de côté. Il représente ici votre défi principal, cette symbiose originale du meilleur des jeux de plateforme de l'époque est une sérieuse dose de shmup synthétise l'esprit Konami à l'extrême.
Leur succès récent dans le domaine repose aussi sur des esquives constantes et des pouvoirs secondaires ajoutés à ceux d'une arme principale évolutive, mais ici le gameplay n'hésite pas à monter doucement dans les tours afin de vous en jouer cette bonne guerre. Parlons ensuite de l'angle plus ou moins novateur du Sr. Kreisor. Vous voyez cette section vue de dos, elle est considérée comme originale, on avait de la pseudo 3D à l'époque, si je vous assure, mais j'en trouvais ça 3D. Ou en résumé, un effet bidimensionnel de perspective. Merci, chers amis du Quattrocento. Nous pourrions aussitôt brouiller la situation un peu plus en proposant une bijection conceptuelle entre ce titre sorti en 1987 et le fameux Diebots Deadlog, lui aussi sorti en 1987, où vous pouviez, attention aux crises cardiaques potentielles, avancer dans la perspective. Peut-être même que je pourrais tirer de mon argumentaire l'idée salutaire de la filiation entre ces deux titres et les third-person shooters. C'est le même angle, mais à quoi bon, tel n'est pas le but de la vidéo. Résumons. Contra sera à travers son histoire méritoire le réceptacle momentané de chaque mode de vue proposé par sa catégorie. Leur grande force de la série, cela va de soi, réside dans son gameplay. Il existe même un marché fort spécifique réservé aux compagnies ayant eu envie de tenter de l'approximer. Faut comprendre, sans en avoir l'air, Contra est un titre révolutionnaire et non pas, paradoxe, contre-révolutionnaire. Il insuffle dans un genre assez rigide une formule éprouvée, celle de Gradius, de ses bonus, ses grappes d'ennemis, aussi sans oublier son fanatisme pour les horreurs de Geiger. Jusqu'ici, nous parlons d'influence, son innovation est ailleurs, repose sur le rythme. Quelques facteurs majeurs du gameplay traditionnel des titres Run and Gun de l'époque sont ici modifiés par Konami. Elle augmente la fréquence des échanges de tirs, découpe l'écran en zone de mort immédiate et de survie temporaire, met l'emphase sur l'esquive ici présentée dans son état premier, c'est-à-dire plus lente. En décodé, ceci est certes un shmup vécu à pied, à pédiboost donc, d'accord, mais Contra ajoute la question de la verticalité au style dans lequel il s'inscrit, une notion de tempo à l'action par le délai offert par les sauts. On ne se cache pas ici, on bouge. En ce qui me concerne, c'est dans cette sensation tendue d'esquive constante que Contra prend tout son sens. C'est une discipline zen, presque méditatoire. Trouver des espaces, libérer son esprit, tirer en esquivant, constater les mouvements à l'écran, esquiver en tirant sans prévenir, l'espace devient du temps. Tout ceci n'est pas juste le ballet frénétique d'un petit gars bariolé bien décidé à tenter de survivre aux espaces hostiles où se coulent les projectiles ennemis. Non, par un étrange processus pseudo-hypnotique, c'est aussi le vôtre. Pas de temps pour réfléchir et il faut agir. Pur réflexe, arsenal cérébral, dernier écho distant d'un corps de chasseur perdu dans une époque de labeur. Vous n'incarnez pas ici un agent secret UP qui attend de manière polie qu'on ait fini de lui tirer dessus pour enfin réciproquer ses efforts balistiques du bout d'un tout petit pistolet. Pas de place pour la bienséance. Vous êtes un militaire, gros calibre, 110 kilos de barbac, lâché dans la jungle d'un futur incertain. Seule mission, survivre. Seule fonction, tuer. Pour résumer, Contra est non seulement un run and gun, mais peut-être aussi bien le run and gun, avec les majuscules. Le titre va plus loin que les éventuelles habitudes prises par la compagnie Konami lors de l'élaboration de produits précédemment censés remplir la même case. Pensez à Green Beret. Regardez-moi ce bordel, la moitié de l'écran sert à rien. Multiples seront les versions de Contra A, encore une tournure de phrase magnifique ça, Contra A, bien joué Arthur, faire leur apparition durant le tour calendaire Inuit de 1988. Nous verrons plus tard une poignée de portages afin de vous donner une idée du type de titre que vous aurez évité en restant bien au chaud près de votre Nintendo. Mais maintenant, transition, le futur du passé, moment présent. Nous sommes en janvier 1988, l'année du mythe. Vous avez vu le normal, voici le Super Contra, The Alien Strikes Back. Direction, les arcades, c'est le pays des diagonales. Tel est l'attrait principal de cette seconde épopée horizontalo-verticale, l'apparition en ces niveaux tout nouveaux d'un type de ligne anomale dans l'axe orthonormal. Vous l'aurez compris, eh oui, c'est Konami. Il s'agit tel que nous sommes aussi ainsi ici assis, des diagonales. Les lignes naturelles du mathématicien, waf waf s'allie aux ennemis aliens d'antan pour ce carnage digital. Dire si on n'arrêtera pas de sitôt le progrès dans l'univers supraliminal de la question vidéoludale. J'aurais pu le mentionner ailleurs, mais je le ferai ici. Contra, et cela qu'il soit super ou pas, est aussi un titre séminal, ce n'est pas ça, du domaine coopératif.
Vous pouvez y jouer à deux, au même endroit, au même moment, au même écran, sans que ce soit obligatoire. D'ailleurs, vous pouvez très bien y jouer tout seul, piano calme, chez vous, comme un branleur. Mais à deux, les qualités du titre prennent une dimension supplémentaire. Sur l'air familier du gameplay local s'ajoute la gestion des vies, des power-ups et autres rocambolesques situations d'habitude réservées à Mike Matei. C'est même aujourd'hui une expérience à vivre. Autre particularité de ce jeu dont on me dit qu'il vit des hauts, l'abandon des sections vues de dos. Loin d'être idiot, ce parti pris différencie quelque peu les deux contrats de confiance sortis sur borne d'arcade. Konami remplace ici l'artifice par une version locale des aventures odorantes d'Ikari Warrior. Ces sections vécues à vue d'oiseau ajoutent sans trop se fatiguer un ressort supplémentaire à la série. La synthèse multiplex continue de se bâtir, n'oubliez pas l'accent circonflexe. J'admettrai que ces sections sont loin d'être mes favorites, surtout que ma première rencontre avec ce type d'épreuve remonte à The Alien Wars sur Super NES où l'effet mode 7 rotatif mâche quelque peu les décors, mais sur arcade, l'aspect très aéré de cette configuration verticale, le fameux tatemodo japonais, donne l'espace lyrical nécessaire à se sentir en confiance. Vous pouvez presque respirer, les bases sont posées. En résumé, la série est lancée par cette seconde tentative, loin d'être tant hâtive que ça. 11 mois séparent les deux jeux, c'est assez raisonnable. De plus, ceux-ci sont qualitatifs et diffèrent quelque peu. En l'état, Konami n'a plus qu'à tourner la manivelle pour faire entrer la monnaie. Un mois plus tard. « 1988, le 2 du 2, Contra 1, Konami 3. » Parmi les divers portages iroquois du tout premier titre, nous en verrons quelques-uns, il me semble évident que celui sorti sur NES régnera sans partage, c'est le plus populaire. Celui auquel l'on pense quand l'on pense en cadence à Contra, il va sans dire que la version d'arcade sort quelque peu écornée des outrages subis lors de son portage, plus laid, j'admets, amoindri, c'est pas dit. Sous la carrosserie consensuelle d'une cartouche Famicom, pas comme les autres, rue-t-il l'arsenal bientôt familier de la série. Une action effrénée, même ici. Chaque mouvement compte, chaque seconde s'égrène. En bonus, vos héros virevoltants n'ont vraiment plus le nombre d'étapes d'animation nécessaires à rendre leur salto constant étrange par leurs mimiques étrusques. Tout ceci semble d'un coup plus sérieux, limite plus rapide. Nous avons tous entendu, à notre corps, défendu la formule lapidaire résumée par ces deux mots, adaptation, virgule, trahison, point. Presque une phrase, manque juste un verbe. Ceci dit, cela fait, ma brève expérience des dernières décennies dans le monde insensé de l'adaptation constante des succès assurés du monde magique des médias m'aura donné l'idée que ces deux termes font sens, excusez l'anglicisme. Je ne suis pas venu vous parler ici de Birds of Prey, comme le fit YouTube au siècle passé, non, j'ai amené des exemples. Voyez ces portages de contrats. Non, ils ne sont pas encore à l'écran, j'attends le début du prochain paragraphe, cela s'appelle « Ménager son monteur ». Or, cela va de soi, lui, c'est moi, donc c'est moi qui me ménage. N'aviez-vous pas entendu l'autre dicton ? Qui veut aller loin ménage son monteur, c'est tout moi. Epic Gamer. Permettez-moi un autre petit aveu, il sera bref, malgré quelques vagues efforts censés m'amener dans la direction générale d'une plus grande compréhension du monde vidéoludique domotique au sens large, dont, dans le désordre, la consultation de sites internet et le fait de réfléchir à peut-être regarder une vidéo sur le sujet. Je ne suis toujours pas vraiment cultivé en ce qui concerne les micros-ordinateurs. Bizarre écart de savoir d'ailleurs, car il me semble bien avoir déjà utilisé un micro, et ça parfois même, tenez-vous bien, sur mon ordinateur. Ceci dit, peut-être ne faut-il pas posséder son doctorat dans les arcanes du computer pour voir avec horreur le contrat amstradien se traîner sur son écran. Graphisme coquet, une frame d'animation par seconde, peut-être deux, soyons sérieux, un gameplay quasiment inexistant, scrolling absent au régiment, le pas de musique, excellent, adaptation, virgule, trahison, point. On comprend l'argument. Mais sur Nintendo Entertainment System, n'ayez plus peur, on joue avec une approximation assez convaincante du power. Tout est dans le scrolling PPU du chipset Famicom, dit-il d'un air vague, qui garantit au format d'éviter de devoir charger contre un écran à la fois. Artifice plein de vices, qui sera ici aussi usité par Konami lors de la sortie du disque software sur micro-ordinateur MSX. Imaginez, jouer à tout ceci, un écran à la fois. Faut faire l'effort de se faire fort, de faire l'effort assez fort, de fort le faire, ouais, par quelqu'un d'autre, car franchement, ce sera sans moi de faire l'effort de se faire fort, de faire l'effort assez fort de formulaire, mon frère.
Dans le lot, j'imagine que vous pourriez par contre survivre à une brève partie du Contral sorti au formol sur le Commodore 64i1. La musique est correcte, ce qui compte pour beaucoup dans l'ambiance de ce type de titre se surprit-il à écrire en se demandant si son besoin presque didactique d'expliquer les bases ne commençait pas à émarger quelque peu en glissade sur l'art discret de la palissade. Passé au rétrécisseur industriel, les graphismes autrefois incisifs mais maintenant chétifs sont cependant plus ou moins à la hauteur des exigences du gameplay. En un mot s'il vous plaît. Bon, le titre dure 12 minutes mais est-ce vraiment une mauvaise chose? Meilleures sont ces blagues qui par leur nature révélée atteignent l'état intrinsèque de brièveté. Avant de partir, nous devons nous fendre d'une petite bafouille obligatoire sur les diverses versions de Contra sorties sur format Famicom, c'est la loi. Version américaine, très bien, il lui manque cependant la puce VRC2 que Konami utilisait dans ses titres Famicom afin d'afficher davantage d'animation et même ce qui compte pour beaucoup dans l'ambiance de ce type de titre, leurs propres effets audio supérieurs à ceux du chipset sonore de la petite console de Nintendo. The more you know. J'avais dit 2 versions, je voulais dire 3, c'est bête, vous passez quelques décennies à tenter d'oublier tout ce que vous saviez sur les mathématiques avancées par hasard, mais par hasard, vous voilà en train d'oublier l'essentiel. Probotector, on doit disséquer le mot, ce sera très amusant, mais très. Déjà, à vue de nez, je vois Probo, assurément une version éludée du terme proboscis censé signifier depuis des temps antiques à Antioche, trompe ou museau. Nous jouons donc un museau. Celui-ci sera d'acier car dans le robot de Probo, nous avons aussi un soupçon de robota. Ce terme slavon hérité de Karl Čapek, la servitude du travailleur mécanique, soit passons à la terminaison, Tector, mettons tout en ordre, Probo, Tector. Nous sommes des forçats robotiques aux fiers museaux engagés dans un combat sans fin contre les envahisseurs sanguinaires d'outre-espace. Pourquoi? Souvenez-vous, les Allemands. Il se trouve que chez eux, il est totalement verboten de glorifier la guerre auprès des petits Kinder. C'est comme ça. G.I. Joe, faut pas déconner. Action Team, le futur sera, ou ne sera pas, utopique. Merci d'essayer. Telle était la réflexion bien joufflue du Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmittelschutz, ou BZKJ. L'autorité fédérale régissant ce n'est pas ça, la protection des enfants allemands vis-à-vis des médias. Cultura, c'est un terme moins niais qu'il n'y paraît. Souvenez-vous, 2, Electric Boogaloo, Carter, Iran, Reagan, Nicaragua. Mieux vaut jouer la carte apaisement tant qu'il est encore temps. Au final, si vous aimez vos jeux en 50 Hz ou des robots un peu longuets tendance Patlabor font semblant de jouer à Grisor, cette version n'est pas si mal. Pas d'énorme différence en termes de gameplay, sauf qu'il sera toujours un tout petit peu plus lent. Disons que c'est la version easy. Suivant! Les chiffres se répètent. Contra 2, le 2 du 2, voilà déjà, Super C. Cette fois-ci, Konami nous a mis en demeure de changer d'humeur par la sortie 2 ans plus tard d'un portage sur Famicom du second titre d'arcade. Une partie de moi a envie de se fendre d'une phrase où portage, hommage et dommage finissent par faire de mon plumage l'hôte de ces bois, mais pourquoi? Pivotons plutôt dans les constatations faciles, un portage domotique en forme d'hommage au classique ludique d'arcade, stupéfiante efficacité du marché de l'époque. Déjà des portages constants, comme quoi certaines choses ne changent pas. On dirait en fin de compte que c'est bien moi, à mon grand désarroi, l'hôte de ces bois. Dans l'autre sens du terme, il est ambigu. Alors, que dire de plus? C'est toujours le même jeu, peut-être même en un peu mieux, toujours aussi rapide, meilleur graphisme, charmante musique, ce qui compte pour beaucoup, etc. Il existe aussi en version Probotector pour peu que l'envie vous prenne, comprenne qui peut. Mais à part ce petit sentiment de lassitude assez étrange à voir s'installer dans sa psyché face à tant de qualités, le titre n'échappe pas aux évidences de sa propre existence. Ses qualités indéniables demeurent intactes. La team Ume-chan ne posait pas de questions, c'est sa vision, a su conserver l'élégance du design d'origine en le traduisant tant bien que mal sur console de salon. Nous n'allons pas répéter l'expérience des pages passées à exposer nos rétines aux épines d'autres versions. Mais non, c'est inutile, limite éculé. Non, j'ai dit éculé. Il serait parfaitement inutile, je le répète, inutile de regarder quelques secondes au pif la version MS-DOS de Super C. Ce serait futile. Il va falloir accélérer. Janvier 91 Operation C. On a gagné beaucoup de temps sur cette introduction car je n'ai prononcé que la moitié de la date. Je vous ai pas, par exemple, dit qu'on était le 8 ou que c'était un mardi. Et pourtant, c'est bien un mardi que nos compères japonais se lancèrent toutes lunettes dehors vers la direction générale d'un store où ils purent alors échanger de l'or contre cette suite spirituelle. Elle est vraiment très de Grisor. Cette fois, c'est mini, compressé pour entrer à l'intérieur du système vidéoludique portatif Game Boy. Le fameux classique de Konami conserve à demi-mot
mots, le plus gros de son vocabulaire militaire. Vous avez vos niveaux vus d'au-dessus, ils sont lisibles. Vous avez vos niveaux normaux, ils sont lents, mais le gameplay reste intact, tant mieux. On voudrait pas, par mégarde, trouver en sa console portative une version profondément inférieure d'un classique définitif charcuté par une équipe d'hurluberlus afin de tirer un vil sou de son piternel loulou attiré par le pixel, dit-il en mentionnant vers la fin Castlevania au bénéfice de ceux qui ne regardent pas l'écran. Alors, Operation C n'est assurément pas le contrat le plus nerveux, mais assez des fondamentaux nécessaires à faire fonctionner la formule se trouvent ici présents pour justifier l'existence du titre. Transcrire, peut-être même adapter un titre sur Game Boy nécessitait une compréhension tacite des limites de l'écran. Faudra vivre. Avec 28 du 2, 16 bits. Contra Spirits. Cette fois-ci, c'est l'Alien War. Or, pour survivre à l'Alien War, il faut devenir très doué des doigts à Contra 3, The Alien War. Va falloir apprendre à utiliser le motion lock. C'est comme ça, l'évolution continue de la série trouve ici un regain d'énergie par le pouvoir assez super du format next-gen nintendien. Il était temps, j'avais déjà joué au même jeu 3 fois, peut-être même plus. Premier verdict. Le titre est joli. Révolutionné par les moyens proposés, il fait défiler sans feuillet divers boss dotés d'un gimmick aiguisé. Voici vos monstres qui sont dans le décor de l'écran, très difficile à faire. Vos niveaux de haute vitesse, plus ou moins véhiculaires. Oui, un missile me semble aussi pouvoir entrer dans cette catégorie, surtout en cas de guerre. Tout ceci est redynamisé par de nouveaux concepts de gameplay. Vous pouvez monter au mur, vous pouvez stocker une arme, vous pouvez utiliser une grenade pour vider l'écran et vous pouvez même tirer immobile. Le Run and Gun invente le Stand and Shoot. Quant à la musique, magnifique, inspirée par cette brève période de la composition vidéoludique pour console de salon où l'on se contentait des sonorités d'une grade synthétisée pour imaginer la bande-son d'Armageddon. Nous n'en sommes plus ici au stade d'une SNES se résumant à ses jeux de lancement. Non, en 1992, les jeux tiers parties commencent petit à petit leur labeur savoureux, celui de tenter de vendre la console. L'architecture commence aussi à devenir une quantité quantifiée. Les éditeurs voient des retours sur leurs investissements, il est temps d'innover, voyons comment. Vous aimez vos niveaux vus du dessus où l'on tire sur de grosses bêtes en mode 7? Moi non plus, surtout ceci, mais les voici quand même, c'est gratuit. Enfin non, c'est payant. Un peu comme les paris audacieux de chacun de ces niveaux maintenant devenus cultes, le passage de l'hélicoptère, un très grand moment pour l'esprit d'une humanité jusqu'ici bafoué dans ses espoirs par c'est un paradoxe mais il est au centre de tous les problèmes de l'histoire, ce que l'on pourrait, même aujourd'hui, nommer, sans langue de bois, l'humanité. Vous vous souvenez du Terminator? Moi aussi, on l'appelle ainsi pour des raisons évidentes de copyright, mais il est très bien quand même. Mec sympa, très expressif, excellent sens de l'humour, la séquence où l'on fait de la motocyclette sans son helmet, mémorable. Tant et si bien que je suis en train de me la remémorer. Ah, c'est que je me remémore, là, je me remémore ma race, putain. Vous avez fini de votre côté de vous remémorer? Tant mieux, remettez votre pantalon. Contra 3, c'est un de ces titres que tout Epic Gamer se doit avoir au moins une fois pris en main. Ce n'est pas ça, sauf bien entendu si vous y jouez à deux, je suis responsable de rien. Fanfares et gobelets étaient de sortie dans les grandes cours d'Europe pour fêter comme il se doit le premier naufrage de la série. 8 mois après une sortie nouvelle génération saluée par les pages mondaines du monde civilisé comme réussi, Konami met les bouchées doubles et si on en croit les ragots, les touches doubles pour assurer l'existence d'un contrat de plus sur un format déclassé autrefois associé à la liesse, voici Contra Force sur NES. Nous passons ici du « Eh oui, c'est Konami » au rivage familier du « Eh oui, c'est Konami ». Car ce titre incongru cultivé dans des conditions mystérieuses ne tient pas le beau rôle dans cette série. À la base prévu comme son propre jeu intitulé Arkhound, ce prototype considéré comme proche du double emploi avec l'autre série de l'éditeur qui se finit en I, a subi bien des moqueries. Je suis limite surpris que cette phrase ait fini dans un aussi bon état, ce qui n'est pas le cas du dit titre. Force, faut voir, j'ai dans l'idée que tout ceci aurait probablement pu constituer un titre G.I. Joe pas totalement déplacé, mais en ersatz de contrat, ça n'ira pas. La faute à des contrôles fort pâteux, riches en ralentissement, les graphismes de leur côté font ce qu'ils peuvent pour briser sans trop y réussir la monotonie d'une action dont le meilleur qualificatif serait sans doute qu'elle ressemble à celle de la série qui lui prête son nom, 3 petits points, si celle-ci s'était soudain trouvé une forme d'intérêt soutenu pour l'ingestion de doses massives de relaxants musculaires pour grand-mère. Souvenez-vous les mémés, dites non à la drogue.
c'est votre tour. Saluons aussi le fait que l'on peut sélectionner son personnage moche et rachitique sur un panel façon Tinder où divers sprites moches et rachitiques tentent de se racheter par leurs aguichantes photos de profil en pixel art. Voilà qui est fait. Avant de partir, jetons un bref regard fugace aux autrefois sagaces sections vues de manière aérienne. Elles sont ici transfigurées en une approximation rudimentaire du même inventaire. Un seul sentiment vient à l'esprit face à pareil déchéant, celui d'une piété profonde propre à l'humanité. N'est-ce pas là aussi la preuve que le jeu vidéo est un petit peu de l'art, après tout? Quel est ce spleen fugace qui passe comme du gaz par mon as? Serait-ce de l'air? Serait-ce de l'or? Serait-ce de l'os? Ou même un contre, à force? 1994, Contra fête son septennat. Non satisfait d'être sorti sur Amiga, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum, NES, Super NES, Game Boy, MS-DOS, Arcade et MSX2, le voici enfin sur Mega Drive. Mais attention, dans une version ultra baboulifiante, totalement enivrante. Soudain, ça me tente. Je vous avais causé lors d'une vidéo sur les jeux de lancement de la SNES, elle est toujours disponible ici du fait que Nintendo opérait au début de ce cycle générationnel un business aux limites du légal. Pour rappel, leur position concurrentielle quasi monopolistique leur permettait d'imposer une exclusivité d'environ 2 ans aux éditeurs tiers partis voulant tirer profit du format Famicom. La clause temporelle pourrait sembler dotée d'une certaine logique, du moins sur papier. En rentabiliser à nouveau le même titre 2 ans plus tard, c'est pas si mal, quoique n'oubliez pas que les portages de l'époque nécessitent de recommencer le processus de codage à partir de rien. Il faut recommencer de 0, mais de 1, afin de ressortir le même jeu 2 ans plus tard, à vos frais, pour un public réduit, et cela alors que l'écrasante majorité de vos profits issus des consoles viennent d'une compagnie Nintendo qui tient en main, autant le préciser, un monopole absolu sur la production des cartouches nécessaires pour ce faire. Vous devez d'ailleurs leur acheter les dites cartouches avant que Mario, lui-même, ne les produise à la main dans un atelier malaisien mal ventilé. Surtout qu'ils ont des favoris chez Nintendo. En cas de pénurie, la maison mère de Kyoto n'hésitera pas à privilégier ses partenaires particuliers selon une grille de critères où ne figure que la loyauté. Avez-vous vraiment envie de tenter la chance pour sortir un titre sur Master System? Telle est la question. Au fait, chaque éditeur tiers ne peut publier grand maximum que 5 titres NES par an. On voudrait pas que les Américains foutent à nouveau le marché en l'air. Nintendo vient juste de le sauver. C'est aussi pour ça que leur format fait figure de standard mondial. Il n'est donc pas très surprenant de constater que la liste officielle des titres sortis simultanément sur NES et sur Master System se cantonne à des titres aussi classiques qu'Adam's Family ou Part vs. The World. Bon, j'admets, ils ont aussi Bubble Bobble, mais ce sont pas les Castlevania, Final Fantasy ou de Contra que l'on trouvera sur le format, juste du pas cher et de l'anecdotique sorti à vil prix pour tenter de sauver un lancement Famicom foiré. Passons. Konami ose depuis 1990 proposer ses produits sur des consoles qui ne sont pas marquées du sceau de Nintendo. La situation a donc quelque peu changé en 1994 quand sort enfin Contra Hardcore. Remarquez au passage l'intelligence marketing infinie de la compagnie. La Mega Drive séduit censément un public plus mature. Contra devient hardcore. On se permet même, ce n'est pas sale, un petit calembour, preuve s'il en faut que le jeu vidéo est enfin devenu sophistiqué. Sous cette petite pique réside cependant une réalité toute vidéoludique. Ces sujets n'ont peut-être pas évolué des masses depuis l'époque de ses débuts, ils touchent encore et toujours aux aspirations fantasmées d'un public ayant envie de se défouler. Vous savez quoi ? Tant mieux. Si j'avais envie de me plonger dans les sempiternels problèmes d'éthique de gens moches et amoraux, je jouerais plutôt aux jeux du jour, d'aujourd'hui, surtout ceux de Sony. N'oubliez pas, Silent Hill 2 était un third-person shooter au fait, et votre femme était moche. Je sais pas si vous vous en souveniez. Moi, en tant qu'esthète de la question, un grand fan d'action, j'en garde bien entendu un souvenir très précis, moi, de Silent Hill 2. Tout ça headshot, tout ça high score, perdu comme des larmes dans les chiottes d'un matador. Or, sans transition particulière, il va de soi que Hardcore est un titre d'exception. Beaucoup préfèrent son action frénétique aux efforts de l'opus précédent de la série. C'est normal. Les fans de Sega ont tendance à se pâmer, n'oubliez pas l'accent, Sir Cornflakes, quand un titre tiers parti réussit à démontrer les capacités du format. Pensez, je sais pas moi, Panorama Cotton, le fameux jeu tiré du roman éponyme de Jack London. Il est certes mignon, il est certes fluide, ses efforts pour faire défiler ses décors sont admirables, mais en termes de gameplay,
quelle chance que votre personnage soit dans le chemin de vos tirs, c'est très bien pensé. Pas le moindre problème de ce genre ne s'est immiscé dans Hardcore. Il va de soi que certains types de niveaux ont été oubliés, aussi secs, tout est vu de profil, histoire d'éviter de devoir programmer d'autres types de gameplay. L'essentiel s'y trouve pourtant. Sans être maintenant d'une insolente nouveauté, vous avez votre moment, vous survivez en l'air en agrippant le fuselage de vaisseaux lancés dans l'air du soir, cette séquence où un monstre mécanique vous poursuit tout du long d'un corridor de la mort qu'il faut esquiver tel un puzzle mortel, mais aussi le retour sans secours du Terminator local. Celui-ci un peu plus laid, que voulez-vous, c'est le prix à payer, mais tout le reste... excellent. L'effort d'inventivité pure proposé sur chacun des niveaux par l'équipe de Nobuya Nakazato mérite d'être salué. Surtout dans un contexte où la pluralité des points de vue n'est pas respectée. Et pourtant, chaque niveau s'articule autour d'une idée de gameplay qui lui est propre. Certaines sont certes des variations, d'autres moments forts de la série, mais ceux-ci ne se limitent pas à proposer de simples copies. Aucune, ce qui est encore plus précieux, n'est mal exécutée, cela aussi mérite d'être salué. Autre spécificité de cette version Mega Drive, vous avez le choix. D'abord, celui des personnages, même que vous en avez 4. Ainsi, vous pouvez incarner, un peu comme ici-bas, un homme, un robot, une femme ou un furry. Ils portent des lunettes de soleil, comme dans la vraie vie. L'attention au détail impressionne. Tant de puissance, j'aurais jamais pensé à mettre les petites lunettes. Comme quoi, Konami, c'est plus fort que Me, un peu comme l'autre concept inédit proposé ici. Divers embranchements dans le plus pur style castlevania viennent donner de la rejouabilité au titre. Tout ceci culminant, c'est intriguant dans un choix cornélien où vous pouvez enfin devenir le bad guy intergalactique qu'un univers craignait depuis ses premiers instants. Quel changement! Tout ceci passe par une cinématique, ce qui veut dire que les dialogues dépassent enfin, pour peu qu'ils le doivent, le niveau du « attaquons agressivement ». Ah, et chacun de vos personnages peut aussi glisser sur son fessier et utiliser une arme qui lui est exclusive. Une exclusivité, c'est presque autant que roulement de tambour s'il vous plaît. La PlayStation 5. Ici aussi, Konami s'appuie sur l'histoire de ces séries, développe au passage l'équivalent digital d'un code génétique, cette marque de fabrique spécifique aux vidéoludiques qui semble tangible aux érudits susceptibles de la reconnaître du bout des doigts. Hardcore, c'est une démonstration. Gameplay exceptionnel, musique qui proute, graphisme qui poutre, que demander de plus? Tiens, mais j'ai une idée. 1994, 8 jours plus tard, Contra fête encore son septennat, il est comme ça. Non satisfait d'être maintenant sorti sur Amiga, Game Boy, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum, NES, Super NES, NES, MS-DOS, DOS Santos, Arcade, MSX2 et Mega Drive, le voici de nouveau sur Game Boy. Mais attention, de nouveau et davantage, Contra est ici de retour dans une version ultra baboulifiante totalement enivrante de son core gameplay concept. Cette version-ci peut aussi se targuer de renouer avec l'un des leitmotifs de la série sans pourtant pousser ce fait en première page des tabloïds. En un mot, Allemagne. En deux, Factor 5. Au fait, cela se prononce... Attention, je dois quitter mon micro pour pouvoir faire la blague correctement. Factor Fünf. Et me voici de retour. Fut-il de feindre la ferveur face au factotum portable précédent de la franchise, ce nouvel effort fera de vous un vrai dévot. Pour éviter de faire danser les mots, disons que tout effort de compréhension offert par vous à cette version portable de Contra, The Alien Wars, résultera dans un état de contentement diffus mais pas forcément déplaisant. C'est un miracle, c'est vrai, sans en avoir l'air, l'essentiel de l'expérience next-gen du hit de Konami est ici retranscrite façon Micro Machines dans un titre dont on sent quelque part dans son esprit qu'il n'a pas vraiment le droit d'exister. C'est une étrange sensation de se dire, sans savoir pourquoi, qu'un jeu est aux limites de l'impossible vis-à-vis de son format. Il n'est pas question d'un titre tellement mal optimisé qu'il rend le plausible improbable, comme au choix Bayonetta sur PlayStation 3, mais bien l'inverse. Un titre tellement réussi qu'on se surprend à contempler son existence comme l'évidence d'une confluence qualitative incongrue sur le plan statistique. Vous l'aurez compris, cette hot cartouche est recommandée Hola Caliente aux fans de l'Allemagne du concept de l'optimisation rigoureuse de plateformes basse puissance et aussi aux gens dotés d'acuité visuelle hors norme, leur permettant de vivre l'expérience vintage Full Fat Prosumer en achetant un Game Boy à vil prix sur eBay. Cette portion de la vidéo sponsorisée par Afflelou. Attendez, je mets mes lunettes pour lire la tagline. Voilà. Il est flou, Afflelou, il est flou.
En 1996, année du vice, Konami a rendez-vous avec le destin. La compagnie doit soudain, tant bien que mal, réinventer ses titres pour une toute nouvelle dimension, retrouver ses racines dans un autre moyen de représentation visuelle, faire face aux exigences d'une génération polygonale, retracer ses classiques pour tirer de la beauté plane d'antan les volumes exquis exigés aujourd'hui. Admettons que vous soyez l'une des compagnies principales d'une industrie dans laquelle votre nation fait figure d'élite. Votre expérience dénombre déjà 2 décennies. Que feriez-vous donc pour bâtir un empire sur les rires d'une nouvelle génération? Simple, vous confiez contrat aux Hongrois. Je le dis souvent, je me répète, Hongrois rêvé. Confier les clés d'une de ses séries principales à un vague studio issu d'un pays récemment libéré pourrait sembler, sur un malentendu, constituer une idée dorée. Remarquons que la relation nouant Appaloosa Interactive au génie de Konami date depuis les environs de l'Amiga. Ce sont leurs talents ahurissants qui vous ont donné autrefois cela. Castlevania sur Amiga, oh non merci, il est joli, ça se voit, mais c'est tout. Vous voyez déjà ses déplacements, on dirait une savonnette pompette qui cherche les toilettes après une nuit torride passée en sauvette dans les quartiers malfamés. Oui, j'ai dit malfamés, en un mot. Faut croire que c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, ayant ainsi vu l'infamie de mes yeux, suis-je censé avoir foi dans ces Hongrois d'Appaloosa? Je ne crois pas. Leur logo se résume à un assez mauvais gif. Oui, c'est lui, je reconnais, monsieur l'agent. Il possède au moins 4 frames d'animation. Passer ces constats passionnants sur la qualité du marketing d'une compagnie passée de vie à trépas depuis 2018, que reste-t-il? Un titre, certes, Contra Legacy of War. Un jeu? Pas tant que ça. Sorti sur Saturn. Ding, 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 erreur, danger, ding, erreur, danger. Et sur PlayStation, ce fameux simulateur de mal de mer se démerde assez mal pour retranscrire servilement les concepts basiques du titre de Konami dans un écran plus ou moins tridimensionnel. Vous pouvez courir, la caméra ne suit pas, vous pouvez sauter, l'angle de vue n'aide pas, vous pouvez vous coucher au sol sans jamais dormir, vous pouvez sauver, à quoi bon, vous pouvez tirer, verrou, non j'en vois pas, ça doit fonctionner avec un digicode. Dire que l'ensemble me rend perplexe avec ou sans cornflakes dans ma mine Tex-Mex de Perspex où j'inspecte malgré mon costume de spandex les decks des meilleurs joueurs de Yu-Gi-Oh afin de comprendre comment les Rizzlers vivent en Ohio, ce n'est pas totalement injouable. L'intelligence artificielle qu'ont codé les Minions s'en sort fort bien, mais même sous la performance méritoire réside un dortoir entier d'efforts insensés. Jouer un titre de la série Contra ne devrait pas être aussi approximatif. L'action ne devrait pas servir de frein à vos ambitions. En gros, le jeu ne devrait pas être hongrois. Sachez ceci, j'ai des amis au pays, ce sont des gens charmants, peut-être même des contrats d'ailleurs, d'une certaine manière, mais je ne pense pas que leur force soit la création méticuleuse d'adaptation des classiques nippons d'antan. Voilà, tel est mon sentiment profond sur la situation politique internationale actuelle. Désolé, je tente pourtant d'éviter la controverse. Faut croire que l'impact négatif de Legacy of War sur la série c'est le jeu qu'on vient de voir a été assez réduit que pour permettre aux gentils géants de Hongrie de tenter à nouveau d'adapter le veau doré konamien. Moi dire pas bien. Revenons aux vagues concessions que ce premier contrat 32 bits apportait au canon majeur de la série. Multiples personnages, action vue d'au-dessus, caméra mobile, power-up somme toute un peu schmupesquifique. Ajoutons les spécificités locales. Chargement assez lent, gameplay à chier, c'est tout. J'imagine que le verdict en termes de vente, sans doute à la baisse, peut-être même au rabais, fut cependant assez sec pour que Konami of America, en fait c'était leur idée les Hongrois, soit soudain assez motivés par leur old producer pour exiger un titre un brin plus contrat contre leur dollar en perpétuel rétrécissement. Qu'ont-ils obtenu ? La même chose, insérée entre quelques sections de plateformes serviles aux inventions des titres précédents. Vous trouviez que leur vue du ciel était assez cruelle, vous adorez leur interprétation des sections pseudo 3D du tout premier titre. Faut le voir pour le croire, ce qui sera difficile vu que votre personnage est souvent dans le chemin. Quel panorama, Cotton. Passé ceci, beaucoup de problèmes basiques d'ordre ludique pur ont été réglés au passage de Legacy of War à ce titre-ci. Il me vient soudain à l'esprit que j'ai totalement oublié de nommer tant j'avais envie d'en avoir fini avec lui. Tenez-vous bien, le voici. See the Contra Adventure.
Non, vous n'avez pas un petit tiret entre les deux, même pas de points, c'est sec, bordélique, mal foutu, même dans la mise en page. Si, The Contra Adventure est un guide pour apprendre à coder. Dur à dire, mes yeux refusent de lire le titre. Si, The Contra Adventure. Ils sont perdus, c'est une anomalie typographique. Aidez-moi. Ceci dit, pour les fans d'Adventure, vous en aurez une. Forcément, vous pourriez commencer par chercher l'intérêt du jeu. Paf, si ça c'est pas un style local, pur dent crotale, soyons francs, j'imagine qu'il est moins mauvais que le précédent, c'est du moins mon sentiment, mais cette autre sensation fugace, ce serait nonobstant, j'ai ressorti nonobstant forcé à conseiller le titre. Surtout que dans quelques instants, nous verrons séant comment adapter Contra aux contraintes du climat des consoles polygonales. Nouveau millénaire, nouveau Contra, ou plutôt New Millennium, Neo Contra. Dirigé par une équipe de volontaires issus des recrues de K7, le bien nommé studio Konami Computer Entertainment de Tokyo, cet opus majeur prouve que les spécificités de la série sont encore d'actualité sur la seconde PlayStation. 12 pages plus tard, il était temps. Seriez-vous surpris si je vous apprenais comme ça que ce Neo Contra est très différent du jeu précédent? Déjà, il est bon. Nul ne s'attendait à pareille satisfaction. Ensuite, il est japonais. Dur d'affirmer que ces deux constations sont concomitantes, mais quand même, l'on se sent tenté. D'un point de vue purement ludique, c'est aussi une configuration novatrice de la série qui vous est ici proposée. Dites au revoir au saut intempestif. Nous sommes ici dans un contexte qui s'apparente davantage au twin stick shooter qu'au platformer. Seule particularité, vous n'utilisez qu'un stick à la fois, et cela même si le DualShock 2 en possède bien une paire, ce n'est pas sale. Disons donc que c'est un one stick shooter, pour peu que le terme existe, et nous nous en sortirons. Un peu comme Robotron 2084 d'ailleurs. C'est bizarre, on finit toujours par retomber dessus. En pratique, comment ça marche? C'est simple, sans faire tout un pataquès, la série s'est offert un nouvel outil de gameplay aux alentours de la SNES. Comment? J'aurais pu le mentionner au moment idoine, je trouve que je le fis. Ah oui, je le fis. Mais de manière plutôt furtive. Cette notion passée en loose day à travers les mailles de nos esprits méritait d'être expliquée au bon endroit. Il est question, vous l'aurez deviné, du Movement Lock. Tout est dans le terme. C'est une fonction de gameplay vous permettant, quand vous le voulez, de bouger indépendamment de vos tirs. Ce qui est parfois utile dans un contexte comme celui des jeux de cette série où l'on contrôle toujours les deux d'un coup. Il fallait bien d'une manière ou d'une autre se débrouiller pour que l'on puisse dans certaines situations se faciliter le travail en étant plus ou moins certain que le fait d'esquiver n'allait pas entraver vos efforts offensifs. Introduite en même temps que Contra Spirit, cette petite idée de gameplay sera dans la plupart des titres sortis par la suite, sauf ceux sur Game Boy. Cela va de soi car ils n'ont pas assez de boutons pour sacrifier l'un d'entre eux sur pareil hôtel, CQSD. J'admettrai que l'artifice dépassé serait le premier à sauter dans une éventuelle exploitation remasterisée du titre, mais pour l'or, c'est l'une des marques de fabrique de la série. Passons. Vous avez aussi ce que l'on nomme encore dans le Roussillon, une arme dotée d'un lock-on. Ce qui vous sera bien entendu fort utile, couplé au concept novateur de pouvoir choisir ses armes et exécuter une sorte de dash au roulé-boulé. Le titre entre définitivement dans le domaine du shmup pédestre qui était parfois le sien dans ses niveaux intercalaires. Je pense que la plupart des fans de la série eussent autrefois été choqués de voir pareil titre musardé sur les pierres chaudes que constituent nos consoles de salon, mais pour ma part, juste trouvé l'idée séduisante. Après tout, si votre dernier titre était un échec hongrois rêvé par des Américains à partir d'une série nippone, pourquoi ne pas tenter un retour placé sous un signe différent? Surtout que le gameplay de Neo Contra est d'une qualité plus que suffisante pour satisfaire toute personne s'attaquant pour la première fois au concept avec un peu d'ouverture d'esprit. L'idée de se concentrer, une fois n'est pas coutume, sur ces séquences vues à vol d'oiseau est un pari audacieux qui confère à cet essai une place à part dans l'histoire de la série. Il représente aussi ce qui aurait pu être le départ d'une gamme de titres Neo Konami réimaginés pour une génération autrefois d'actualité. Une sorte de pont entre leurs anciennes formules et ce qu'ils avaient développé par la suite. Sachez-le, les deux titres sortis sur seconde PlayStation, le duo du 2, dis donc, forment une sorte de diptyque Contra de côté et Contra d'en haut. Vous aurez compris duquel il s'agit ici, ils partagent pourtant une fonction commune, une filiation évidente, celle du choix des armes. Une idée qui peut sembler assez simple, somme toute élémentaire, presque anecdotique, mais qui donne à cette série souvent bâtie autour d'un système de power-up l'audace de tenter une autre approche de ses bases. Offrir moins de place aux muses de l'incertitude, c'est donner du poids au choix du client. Comment arriver sans trop s'en faire à pareil résultat? C'est simple, on garde sous la main, si possible pas trop cher, le créateur originel de Contra Spirits, pas besoin d'engager Hongrie d'ailleurs, il est déjà quelque part dans nos bureaux. Ensuite, il choisit une poignée d'employés, bosse dans son coin, contre salaire, cela va de soi. Puis quelques années plus tard, vous avez un tout nouveau Contra, sorti de l'équipe de Nobuya Nakazato, Monsieur Hardcore.
Tout s'explique, surtout sa qualité. Same player ou presque, Shoot Again, Nobuya Nakazato ressort du maquis 2 ans plus tard pour faire voir son savoir aux jaguars à bavoir de France et de Navarre. Ainsi tournent les roues dentées du destin. Voici Shin Contra. Ici l'homme est épaulé, fraternellement on s'entend, par Takayuki Ando. Créateur des graphismes de Crypt Killer, modeleur d'odeur dans les meilleurs Silent Hill, l'homme signe ici, mais le signe-t-il vraiment, se demande l'orateur perspicace, son seul titre en tant que directeur. Qu'est-ce qu'il est-il donc? Bien, nous voir maintenant. Sorti au USA sous le titre enjoué de Contra Shattered Soldier, le titre propose, histoire d'éviter de se mettre à dos une portion du public, de remettre dans la formule les éléments qui ont été exclus la dernière fois. Pas bête. En résulte un titre tout bonnement excellent, pas besoin d'ouvrir ses parapluies, comme un jour de fête nationale belge, tout le monde est ravi, à l'inverse de nouveau d'un jour de fête nationale belge. Voir l'action des titres d'antan retranscrite de manière réaliste à l'écran par le biais de modèle cossu, enfin, pour l'époque évoque certes une impression interlope. Quelque chose dans les sauts, l'esprit se pose des questions, n'aime pas les réponses, se surprend à se demander si les saltos ne vont pas dans la direction générale de la forme pas très naturelle qui fut la leur au tout début. Ceci dit, tout le reste est présent, plaisant et même puissant. Aux joueurs avisés, l'essentiel revient assez vite. Non, j'ai dit avisé, pas aviné. C'est simple. Shin Contra, toujours aussi clean, tirer en bougeant, bouger en tirant, bloquer son tir, faire exploser les grosses bosses, choisir ses armes, abuser du lock-on, tenter d'obtenir un score qui puisse prétendre être vaguement high. En gros, c'est Contra, mais sur PlayStation 2. Mais malgré ses notes familières, tout ceci n'est pas un hommage servile au titre d'antan, ni même une tentative délibérée de tenter de sauver l'une des séries historiques d'une compagnie qui l'est tout autant. Non, faut revenir au nom, Shin Contra. Une idée de renouveau plane sur ce ludiciel de bon ton explorer ce qui est possible dans la formule avec quelques petites variations. Une notion fut sélectionnée à tort ou à raison pour différencier l'action. Elle est subtile. Toutes vos armes disposent désormais de 2 tirs différents. Un jet à flux continu, utile pour faire face aux petit danger, et un tir concentré, il prend de l'Adderall. Pensez à Megaman, lui il n'en a pas besoin, c'est un petit robot, il tire des lasers. Vous en verrez, vous en esquiverez, vous en boufferez, laserisé vous serez, et c'est l'un des grands plaisirs du titre, peut-être même de la série, apprendre petit à petit les différents niveaux, développer ses capacités d'anticipation, se souvenir ravi du fait que la série n'a pas besoin d'être transformée tant que ça pour trouver sa place dans ce moment ô combien présent de 2004. Revue pour l'époque actuelle, Namrips 2, Facebook, Linkin Park, la PlayStation 2, tout n'était pas mauvais à l'époque. Je ne sais pas, ceci dit, si c'est celui auquel je ferais porter le poids considérable de devoir introduire le concept à quelqu'un ayant envie de s'y mettre. Il me semble plutôt occuper la case, tout aussi enviable du jeu avancé pour fans de la série. Tant pis. Le premier contrat de bébé, ce sera pour plus tard, ou ce ne sera pas. Pour être franc, ce ne sera pas. Par contre, la série continue encore et toujours. Cette fois-ci, nous avons devant nous un exemple particulier sorti sur la petite console nintendienne à 2 écrans. Contra 4. Pas de sous-titres, juste un numéro à l'ancienne. Un concept qui se ressent dès les premiers instants du titre. Commençons par le plus évident. La disposition des écrans de la Nintendo DS permet à l'équipe de Matt Bowson, le designer par exemple de Mighty Switch Force, de proposer une expérience dont la verticalité rappelle les débuts de la série. Je sais, ce long texte a mis en exergue ce point somme toute banal de diverses manières, mais il me semble essentiel à soulever. La série Contra peut déjà se targuer d'avoir survécu à l'intégralité des formats majeurs de l'histoire du jeu vidéo. Avec un peu de chance, elle continuera sur sa lancée pendant quelques décennies, se rappelant au bon souvenir d'un monde toujours plus éloigné de ses fondamentaux de gameplay par la seule démonstration du bien fondé de celui-ci. Or, ici, par un étrange hasard, vous vous retrouvez avec une synchronicité de design totale entre le hardware et ce software si particulier. Nintendo ne pensait pas, en conceptualisant la DS, produire la machine parfaite pour obtenir de Konami un contrat réussi. Et pourtant, le résultat est là. On peut aisément le tenir en main, admirer ses graphismes simultanément détaillés et dynamiques, prendre plaisir à son gameplay d'une fluidité phénoménale, constater, surpris, la qualité d'animation qui n'ont rien, mais rien à envier aux efforts entrepris par les autres épisodes de la série. L'esprit ainsi suscité se met à penser qu'un contrat 2D réalisé avec soin semble soudain bien plus intemporel qu'un essai du même genre, daté par sa 3D. C'est un style qui supporte
bien mieux les budgets lilliputiens. Quant à la musique, elle est égale à elle-même. Compte pour beaucoup dans tout ceci, cela va de soi, etc. mais résume surtout à elle seule la logique du jeu. Les titres iconiques ayant bercé vos parties à travers les années sont ici joués peut-être bien pour la dernière fois, non pas seulement à partir d'un enregistrement compressé quelque part sur la cartouche, mais bien exécuté à travers l'équivalent local d'un fichier MIDI interprété par ces instruments de synthèse propres aux consoles d'antan. C'est un titre réalisé dans les canons antiques de la discipline, par et pour ceux susceptibles de goûter ses qualités. Durant la rédaction de cette longue tartine, je me suis efforcé de revisiter certains titres avec lesquels je n'étais pas familier, surtout ceux sortis après Neo Contra, comme ça c'est dit. 2 jeux en particulier m'ont tapé dans l'œil après ces sessions. En 2 mots, ces sessions. Celui-ci est en tête de mes envies. Il est très probable que je passe avec plaisir l'une ou l'autre soirée sur le titre après avoir terminé ce dossier. Soyons aussi conscients du fait que la DS est un de mes formats favoris. Cela brouille quelque peu les pistes. Mais je pense malgré tout que ces qualités résument fort bien ce que Contra représente. C'est un résumé, loin d'être désuet de ses formules habituelles, peut-être même bien l'introduction la plus généreuse que l'on puisse proposer à quelqu'un qui tenterait, on sait pas trop pourquoi, de s'attaquer à la série. Vous l'aurez compris, ce laconique 4e Contra est, en tout cas pour moi, une excellente surprise. C'est un plaisir particulier de constater en faisant le tour d'un sentier que l'on pense connaître un nouveau chemin dont les charmes familiers donnent de la dimension aux autres promenades que l'on fit autrefois. Une question se pose cependant, quel est ce second titre qualitatif qui m'a tapé dans l'œil lors de ma récente visite au pays de Contra ? On verra. Nous voici 2 ans plus tard, contextualisant aux alentours de la 15e page, c'est toujours utile. Dans les jours d'autrefois, l'on voyait parfois la Wii figurer à côté des écrans CRT de ses grands-parents. Ils l'avaient acheté sur un coup de tête pour faire plaisir aux petits-enfants, et aussi pour pouvoir se briser la hanche un soir de débauche après divers excès anatomiques dans le domaine ludique. Pour la grande majorité de l'humanité, ce type de titre suffisait, mais sous l'écorce du monolithe blanc basse puissance sommeillait un univers entier de jeux rétro très intéressant. Dans le lot, nous trouvons la gamme Rebirth de Konami, vendue sur l'ancêtre du Nintendo eShop, enfin eShop c'est ce qu'il dit. Elle proposait des réinventions dans la veine traumatique des classiques de la compagnie. Vous en aviez 3. Quelle surprise, Konami possède en effet 3 séries susceptibles de subir pareil traitement néo-rétro. Gradius, logique, Castlevania, ça va de soi, et enfin Contra, là. Pour peu que vous vous soyez rendu en grande surface au moment idoine pour acheter les petites cartes prépayées nécessaires à vous offrir pareil type de ludiciel, qu'auriez-vous obtenu contre toutes ces démarches ? Sans surprise, un contrat, un plutôt bon contrat même, réalisé par une équipe réputée, ce n'est pas sale non plus pour ses divers efforts dans le domaine de la préservation de l'histoire du jeu vidéo japonais. M2 signe ici un titre réussi. Est-il meilleur que celui sorti sur DS ? C'est à vous de voir. Il me semble déjà un peu plus laid pour des raisons que j'ignore. Ce n'est bien entendu pas un point rédhibitoire. La logique dicte qu'un titre comme celui-ci ne risque pas de pousser la Wii dans ses derniers retranchements et se contente d'être un petit jeu disponible en téléchargement qui tourne bien, n'est pas hideux et peut être joué à la Wiimote ou sur manette classique. Il propose même ce type de gameplay avec lequel vous êtes maintenant si familier. Mais peut-être lui manque-t-il un peu de variété. C'est un de ces contrats qui ont visiblement été réalisés afin d'éviter de se poser la question de la perspective. Un point sur lequel j'y reviens, le titre sur DS marquait énormément de points. Ses niveaux vus de dos réintroduisaient le scrolling en profondeur, vu dans le premier titre d'arcade, en tirant profit de la machinerie bicéphale pour en faire un hommage vibrant à Xybots. Comme quoi, tout se tient. Et ici, vous n'avez que vos passages très Contra Spirits pour vous tenir compagnie. Ils sont réussis, sans surprendre quiconque. Après tout, c'est déjà le 12e titre de la série. Faudrait se fendre d'une approche quelque peu décalée pour en tirer autre chose que ce qui vient immédiatement à l'esprit quand on pense à celle-ci. Par chance, c'est ce que Konami avait prévu de tenter en sélectionnant le prochain studio chargé de ramener Contra à la vie. 16 février, la série revient au 2e mois de l'année. Serait-ce un éventuel classique que l'on nous avait caché pendant tout ce temps que j'ai le plaisir de vous dévoiler? Peut-on encore introduire un titre avec des questions vides de sens quand on se trouve si loin dans le texte? Le pouvoir du masque, même maintenant, n'est-il vraiment jamais flasque? Toutes ces réponses et bien plus dans le prochain paragraphe. La réponse c'est oui. Hardcore Uprising n'est pas seulement un titre réussi, mais presque un titre inespéré dans la licence. À ce stade, c'en est bien une. Réalisé par Arc System Works, une compagnie qui ne vient pas
je le répète, qui ne vient pas de Hongrie dans un de ces moments parfois trop rares où elle renoue avec ses débuts dans l'industrie. Vous l'aurez compris en butant mentalement sur le titre, Contra n'est pas vraiment dans le nom. Est-ce un spin-off? Est-ce un reboot? Est-ce que je vais tenter de sortir le même artifice 2 paragraphes de suite? Car pour être franc, ça va faire 6 semaines que j'écris ce texte et la fatigue commence à s'immiscer en moi. Peut-être, qui sait? Point d'interrogation. Toujours est-il que cette Uprising sortie sur Xbox 360 et PS3 représente une parenthèse plaisante dans la série. L'approche est quelque peu différente, plus futuriste, censée fournir sa propre licence. Vous auriez alors d'un côté Contra et de l'autre Hardcore. Imaginé par un certain Hideyuki Hanbei, plus connu comme l'un des ingénieurs de Guilty Gear, cette version se base de son côté sur l'idée de l'horizontalité. Oui, j'y reviens, c'est un leitmotiv. Nous avons vu des exemples verticaux sur des écrans Tatemodo, nous avons vu des exemples plus omnidirectionnels sur des écrans carrés. Voici la transition réalisée, les téléviseurs sont maintenant tous passés en format 16/9 et cette neuvaine aura cessé d'être saine lorsque la neuvaine aura deviné les anathèmes du destin. Amen. Contra aura donc survécu assez longtemps pour être obligé de se plier à ce type de display. Passez-moi l'anglicisme, old chap, c'est juste pour la rime. En termes plus practical, sans surprise, les spécialistes du beau pixel réalisé à la main s'initient un jeu au beau pixel réalisé, dites-moi si je me répète, avec les pieds, excusez-moi, je veux dire, à la main. Le gameplay aussi prend quelques touches du monde Arc System Works par l'adjonction d'un dash, d'un sprint, d'un air dash, d'une petite barre de vie, elle aussi se lave au dash, préférablement avec les pods. Ah, et vous pouvez aussi, ce qui est assez rare en cette ère, ramasser de la santé. Quel bel euphémisme. Cette notion du on ne meurt pas au premier coup, mais plutôt ce n'est pas une nouvelle invention. Je sais, beaucoup de titres contiennent cette idée, mais en ce qui concerne Contra, le concept date de la version japonaise de Hardcore. Je ne l'ai pas mentionné à l'époque car le temps manquait. Maintenant, par contre, je comprends que le temps n'existe pas, tant l'infini d'une vie se résume à Konami. Tout est éternel, sauf mon existence. Au fait, c'est bien celui-ci le second titre qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai jugé judicieux de revenir sur ceux que je ne connaissais pas aussi bien que le reste de la série. Je me serais quand même bouffé sur le chemin une petite poignée, hongroise d'ailleurs, de contrats difficiles à caser ailleurs que dans la case médiocrité. Il est donc plaisant de constater que quand Konami fait un petit effort pour tenter de trouver un studio susceptible de faire quelque chose d'une de ses mamelles les plus prestigieuses, vous vous retrouvez avec un titre comme celui-ci. Il a cependant un petit côté mécanique dans le sens saccadé plutôt qu'organique dans ces mouvements qui nécessitent un petit temps avant qu'on finisse par s'y habituer. Une portion de mon esprit catégorise malheureusement ce titre dans la case bas budget de manière automatique sans qu'il me soit possible de faire quoi que ce soit pour contrecarrer cet inventaire. Il est pourtant réussi. Ses graphismes mélangeant beaux sprites et polygones anguleux trahissent parfois ses racines. Ce n'est jamais qu'un titre téléchargeable calé sur un format maintenant presque totalement obsolète. Vous vouliez y jouer sur PC, faudra s'en passer. Uprising est devenu par la force des choses une exclusivité Xbox, rude d'échéance. Espérons qu'ils ne décident pas tout d'un coup de revenir en arrière sur leurs promesses concernant la rétro-compatibilité, le titre en mourrait. Ceci dit, rien de cela ne devrait vous empêcher d'essayer le titre si jamais vous passez par hasard à côté d'un kiosque Xbox Series désaffecté où l'on a, sans faire exprès, inséré les informations bancaires de Bill Gates afin que les enfants séchant l'école puissent laisser libre cours à leurs envies de contrat. Il est un peu plus rétépipif que d'autres, c'est un de ceux qu'on ne voit que de côté, mais certes plaisant par son approche différente des fondamentaux de la série. 2019, souvenez-vous, Annus Horribilis, mais assez parlé de mon ex, ce dont le monde avait besoin pour faire face aux horreurs d'un quotidien toujours plus moins bien, c'était un contrat considérablement pire que le pire des contrats. Enfin, nous sommes en plein dans la période, et oui, c'est Konami de la compagnie. J'ignore comment l'un des opérateurs majeurs de l'industrie vidéoludique s'est soudain senti plus profitable en écrémant les joueurs compulsifs de pachinko et leurs cousins tout aussi dégénérés, préférant s'essayer à ce type de pratique commerciale loin des salles sur leur smartphone, mais tel était pour lors l'état de la question. Case in point, Rogue Core. L'idée part moins mal que d'autres. Konami, une compagnie très près de ses sous, va se payer un studio merdique, ici Toy Logic, pour leur produire à vil prix leur nouveau contrat. Au sommet de la hiérarchie, nous trouvons Nobuya Nakazato, Monsieur Hardcore. Tant pis, il aura fait son possible pour tenter de contrebalancer l'incapacité factuelle du studio américain qui lui aura été expédié entre les pieds, mais cela n'aura pas suffi. Résultat, le pire contrat sorti morné depuis les efforts frelatés de nos amis hongrois. Record, infâme bouillie de pixels, au gameplay plus proche d'une torture que de l'or pur, tout est cependant au rendez-vous. Les mauvaises séquences de morph. Eh oui,
c'est Konami. Les cinématiques saveur chiant-lit où rien ne bouge car on n'a jamais passé le stade du storyboard colorisé. Eh oui, c'est Konami. Un gameplay insatisfaisant et brouillon qui pue une modicité extrême qu'aucun amateur de la série ne pourrait dignement juger comme suffisante à ce type d'exercice. Eh oui, ça aussi, c'est Konami. En bonus, le tout est badigeonné de mauvais faux hard rock censément awesome tendance 90s, mais bien entendu composé à un niveau de budget où nul résultat positif n'est prévu. Et ouah, aussi ça éconne à moi. Je pense avoir dit à l'époque lors de ma critique du titre, vous souvenez-vous, des critiques dues, mais malgré ces tentatives désespérées de maquiller son gameplay mou sous divers angles de vue censés en faire autre chose que la mère de mes ennuis, c'est surtout le terme arnaque pour geek qui me vient à l'esprit quand je pense à lui. Par chance, c'est pas le dernier contrat que toi et moi on verra là, comme ça oui je te tutoie spectateur. 17 pages plus tard, le temps d'une fin de paragraphe, c'est dire si nous avons fait du chemin. 17 pages, ça forge des liens. Nous y voilà, contrat, Opération Galuga. Déjà j'applaudis. Le titre est un petit coup de génie, car voyez-vous, on est ici sur un archipel. L'archipel du Galuga, c'est très subtil. Plus d'éditeurs de jeux, vidéo, devraient se permettre de détourner les titres des grands classiques de la littérature russe. On en a deux déjà, le fameux House of the Dead de Sega, inspiré comme vous le savez par l'épopée du même nom, celle de Fyodor Dostoïevski, inventeur entre autres du light gun. Et depuis peu, nous pouvons suivre le sourcil levé les grandes lignes de cette opération Galaga, visiblement inspirée par l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Vous savez, ce récit tant autobiographique qu'intemporel de liberté bafouée par la folie totalitaire d'un pouvoir tant cruel que communiste, d'une humanité rabaissée à sa plus simple expression mais qui se soulève cependant par le pouvoir indomptable d'une âme humaine que nul supplice ne peut aliéner pleinement. Qui avait dit qu'il n'y avait pas de la place pour la littérature dans le jeu vidéo? Alors, attendez... Je lis mes ratures. Ok. Il va de soi qu'une opération de ce nom ne sera pas une partie de plaisir, quoique c'est aussi censément un jeu, tels sont les profonds paradoxes qu'amorce le négoce des paradis pixelisés. Il faudra trouver un studio compétent et surtout modique pour chaperonner pareil projet. Par chance, à travers les vortex nébuleux d'une économie mondialisée chahutée par les réalités de sa distance, une compagnie ayant déjà bossé sur le sujet a survécu. Opération Balunga, faut le savoir, c'est aussi le retour de Way Forward. Note du masque, lire le mot Way Forward à la française. Disons Way for War, histoire d'avoir une rime en war en plus à mettre dans la poire méritoire des spectateurs et spectatrices qui prétendent pouvoir s'asseoir préparés à assommoir. Sommes-nous pas chanceux? Le studio responsable de Contra 4, plus fort que la mort, est encore d'attaque, peut-être même d'attaque tactique, car à notre épique époque de TikTok, les taquins américains sont sereins face à pareil de war. Ils ont encore Matt Boson, directeur du Number 4. Cette fois-ci, il sera certes plutôt Creative Director, mais n'ayez pas peur, por favor, car à sa place se glisse, n'est-ce pas sale, Tim Hewlett. Tim a dirigé une portion de Bloodstained Ritual of the Night. Le bas budget, ça le connaît. La qualité, malheureusement, moins. Une partie de moi assez forte, bizarrement, malgré les années, tend à penser qu'Opération Bulgi Bulga est un essai inutile. Peut-être même une occasion manquée, celle d'oser proposer un nouvel opus tout en 2D réalisé sur les bases assez saines de la version DS après tout. Même studio, même série, même espoir. Pas de chance, les réalités du marché font qu'un titre placé sur le segment des jeux pas chers premium ne peut pas se permettre ce type de démonstration somptuaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi, après tout le jeu est vendu 40 €, pour être franc, j'en sais rien. Puis histoire de faire mes petites recherches inutiles, je me suis rendu sur les sites idoines. Résultat des courses, en théorie, Opération Gazanga est un titre réalisé par 389 personnes. Face à pareil résultat, c'est trop. Mais il ne faut pas oublier que bon nombre de ces noms sont soit des fonctionnaires konamiens lancés au générique pour apaiser la maison mère ou des sous-traitants ravis de grappiller quelques crédits supplémentaires. Ainsi va la oui. En l'état, je ne suis pas réellement enthousiaste, c'est un titre plus piezo que les meilleurs exemples précédents, et cela malgré l'adjonction d'un dash et du double saut. Fallait bien un double saut de dash pour me faire changer de lessive. Il est aussi plus moderne dans le mauvais sens du terme grâce à l'adjonction d'un perk shop. Vous pouvez acheter des modificateurs pour vos héros, ils sont donc des Perk Shop Boys. C'est aussi un titre plus pauvre par le type de section de gameplay proposée. Ne vous attendez pas à l'évidence. Pas de séquence de twin stick shooter vue à vol d'oiseau. Tout ceci est aujourd'hui trop dur à faire. L'effort minimal sera le maximum consenti par les contracteurs de Konami pour vous tirer quelques monnaies. Vous pouvez par contre croiser un niveau original doté d'une bonne idée, je le répète, il est seul, l'effort consenti n'est pas conséquent ou plutôt déplacé. Une portion conséquente du budget
été englouti dans l'élaboration d'un mode scénario avec mauvais acteurs et illustrations façon manhwa. Je me suis pas fatigué à le terminer, mais il existe. Non, la plupart du temps que j'ai passé sur ce contrat, loin d'être Neo ou même Shin le fut sur le mode d'arcade. Non, si contente de jouer, c'est plus mon style. Dire qu'Opération Galapagos soit un de ces titres qui lasse serait excessif, il est déjà bien plus réussi que le précédent. Normal, on partait du pire jeu réalisé dans la série depuis le périlleux passage de celle-ci à la 3D polygonale, fallait vouloir se foirer pour éviter de le supplanter. Pense, donc j'essuie, que le titre suffira à satisfaire les aficionados des Contra. Quoique, ils ont été servis par de bien meilleurs titres inspirés par ce type de gameplay ces dernières années. Prenons quelques exemples. 2, ils suffiront à illustrer ma remarque. D'abord, Cuphead, bâti autour des mêmes fondamentaux de gameplay, ce titre charmant, arborant un niveau de qualité absurde vis-à-vis de la paresse mondiale de l'industrie, s'axe autour des combats de boss. Il est très chaudement recommandé, cela même s'il n'est pas une repompe servile de Contra. Ses charmes désuets devraient suffire à imposer ses arguments. Vous vouliez un équivalent plus spécifiquement konamien du type de concept dont il est question dans cette vidéo? Blazing Chrome de Joy Masher remplira cette case avec aisance. C'est simple. C'est le meilleur Contra qui ne dispose pas de la licence. On se demande limite pourquoi. Sur une autre note, je suis en train de me rendre compte que ce jeu n'a aucun intérêt à mes yeux. N'est-il pas surprenant de constater qu'alors même que le prix de ces petits jeux pour réels joueurs continue d'augmenter, leur niveau technique reste calé aux alentours de celui de la PS3 ? Il faudrait pas sabrer des masses dans l'enveloppe visuelle pour que le titre ait été exploitable sur Xbox 360. N'est-il pas temps que ces jeux décident ce qu'ils veulent être ? Vous pouvez choisir de faire un petit jeu 2D, rétro d'un budget plus réduit, mais réalisé par des artisans. Ça prend plus longtemps, j'en suis conscient. Mais ces jeux 3D modiques moches comme un portage HD d'un titre 3DS, je pense que ce n'est pas la meilleure manière de procéder. Pour être franc, le type de souvenir vidéoludique que... Très belle tournure de phrase, Arthur, souvenir vidéoludique que... Bien joué, opération rentabilité a suscité en moi, c'est celui de mon vieil ami Bionic Commando Rearmed. Quel plaisir d'enfin lire son nom. À part la résolution, les deux titres pourraient tout aussi bien avoir été réalisés la même année. Comme quoi, rien n'a évolué dans l'industrie depuis 3 générations, on subit juste le principe des retours diminutifs et de l'inflation. Alors, est-ce que je vous recommande Opération? C'était quoi encore? Galouga? Oui, mais avec une condition préliminaire, faudra le choper moins cher que son prix complet de 40 boules. Ça fait trop, même si vous êtes cool. Surtout quand on sait, ceci n'est pas une publicité, que la collection de tous les titres classiques de la série n'en vaut que 20 à méditer. 40 pour un titre correct, mais exsangue, 20 pour le meilleur d'une série qu'ils n'arrivent pas à résumer. Je vous laisse réfléchir. De leur côté, les titres PS2 ne sont disponibles nulle part, même pas ce soir. C'est triste, mais c'est comme ça. Sur ce, il me semble que nous avons fait le tour de Contra. Si vous êtes tenu jusqu'ici, félicitations. Je vous donne rendez-vous dans un futur proche pour une autre vidéo. Elle causera sans doute de jeux vidéo. Faites semblant d'être surpris. Et salut, c'est Arthur, vous savez, le concepteur, / monteur, / rédacteur, / voix off, / crétin de la chaîne Les Critiques du Masque. Je tiens à prendre quelques secondes de votre vie, surtout maintenant que la vidéo est finie, pour remercier les gens dont le nom défile actuellement à l'écran. Ce sont les gens du Patreon, mais aussi ceux des abonnements payants de YouTube. Sans eux, j'aurais probablement été obligé par les vicissitudes du destin à mettre fin à mes activités. Le moins que je puisse faire face à pareil inventaire est bien de les honorer comme ils le méritent, mais n'ayez pas peur. Même si les moyens vous font défaut, vous pouvez toujours faire l'effort de fort me faire plaisir en vous abonnant. Bis.